Le plateau maintenant pour la discussion. D'autres parties du plateau s'entend avec une dame passionnée d'enfants, passionnée d'enfance. Elle a comme leitmotiv la défense des droits des enfants qui évoluent dans de bonnes conditions et des parents aussi. On a la chance de la voir. Avec elle, on va parler pendant longtemps de plusieurs sujets qui vont graviter autour de la famille. Et aujourd'hui, Alix, le thème qu'on va évoquer est très délicat. Eh oui, un thème délicat, cru, mais on va crever l'abcès pour parler des violences sexuelles exercées sur les enfants. Quels sont les signaux d'alerte? Parce que c'est vrai, des fois les enfants sont dans la maison, ils ne parlent pas assez ou on ne s'approche pas d'eux, il n'y a pas de communication véritable. Ça peut cacher des problèmes sous-jacents dus justement aux violences sexuelles. On en parle, elle est experte en la matière. Elle nous mènera sur la voie pour pouvoir mieux protéger nos enfants de tous les prédateurs, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et on démarre tout de suite avec elle, sans transition aucune. Bonjour madame. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Eunice Tulero, pourquoi il est si important de parler du sujet d'abord, de l'abus? C'est que quelque part, c'est grave, ça prend des proportions qui font peur. Tout à fait. En fait, c'est important de parler des abus sexuels sur les enfants parce que c'est un fléau qui sévit dans le silence. Et les statistiques dans le monde entier, les résultats de recherches effectuées en la matière donnent quelques chiffres qui sont quand même alarmants. Saviez-vous qu'une fille sur 3 et un garçon sur 5 seront abusés avant l'âge de 18 ans? Un agresseur sur 4 est un adolescent de moins de 18 ans. Et un enfant sur 2 se fait agresser par un membre de sa famille. Et dans 90% des cas, les enfants connaissent les agresseurs. Donc vous voyez que c'est un fléau qui sévit en silence et qui cause beaucoup de dommages. Et comme les statistiques le révèlent, la plupart des personnes qui abusent des enfants, ce n'est pas forcément des tortionnaires ou des sadiques, c'est des personnes qui sont proches de l'environnement familial. Des gens de confiance, entre guillemets, des gens de confiance. Des gens de confiance. Donc il faut en parler, il faut aussi aider les parents, les outiller pour savoir comment sensibiliser leurs enfants face à ce fléau qui existe bien, même si on n'en parle pas. Malheureusement, le danger, il est plus proche qu'on pourrait le penser. Alors, comment définir l'abus sexuel pour pouvoir être en alerte? Un abus sexuel, c'est tout acte, tout geste à caractère sexuel envers un enfant, d'un adulte envers un enfant ou d'un enfant envers un autre enfant. Bon, dans le cas où les enfants ont à peu près le même âge, on parle de jeu sexuel. Et dans le cas où il y a une différence d'âge un peu significative, on parle d'abus sexuel. Il faut savoir qu'on parle d'abus sexuel même quand l'acte est fait avec le consentement de l'enfant, parce que l'enfant n'est pas en état de donner un consentement à cause de son immaturité. Et les abus sexuels peuvent impliquer un contact physique comme ne pas en impliquer. Dans les contacts physiques, on va avoir les baisers, les caresses, les attouchements et même des fois la pénétration, viol. Et puis dans les abus sexuels qui n'impliquent pas de contact physique, on va avoir de l'exhibitionnisme, demander à un enfant de se mettre nu, de faire des danses sensuelles pour son propre plaisir, vouloir le prendre en photo nu, se montrer soi-même nu devant un enfant, lui faire voir des films pornographiques. Tout cela, c'est qualifié d'abus sexuel. Merci beaucoup pour cet éclairage-là, Madame Eunice Tulero. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce thème qui est très important parce que franchement, on ne le dira jamais assez, ce monde est devenu de plus en plus dangereux. Comment les Ivoiriens que nous avons interrogés dans la rue appréhendent-ils ce sujet-là? C'est maintenant. Vous avez un enfant qui joue habituellement avec ses amis. Et puis à un moment donné, cet enfant est prostré sur lui-même. Et donc il a une attitude contraire à ce qu'il avait habituellement. Ça peut être un signe évocateur. Si c'est une fille, là, si elle voit les garçons, ceux qui sont âgés qu'elle... En fait, si c'est un enfant, quoi, que c'est un papa qui l'a violée, qu'elle va voir les grandes personnes, par exemple les amis de son papa venir à la maison, elle va avoir peur. Elle va avoir peur. Elle ne va pas vouloir qu'on la voie nue. Si elle n'a pas dit, peut-être qu'en bas d'elle, là, ça sera plaid. Donc elle ne va pas vouloir que sa maman regarde en bas d'elle, tout ça. L'acte qu'elle va poser à la maison, elle peut-être qu'elle sera beaucoup timide, ou bien sa manière de faire, comme avant, ce n'est pas comme ça. Par son attitude triste, par son attitude isolée, vous pouvez savoir qu'elle a subi des violences sexuelles. Par moment, sa démarche change. Et par sa démarche qui a changé, vous pouvez savoir que
il y a quelque chose qui a changé en elle et vous l'interrogez. D'abord, quand tu es avec tes enfants, il faut connaître d'abord leur comportement. Comment tous les matins, ils sortent de la maison. Un enfant, ce n'est même pas au niveau du sexe, la violence sexuelle. Un enfant même qui ne se porte pas déjà bien, son attitude est un peu différente des autres. Comment on peut les aider? Bon, la femme va te montrer va te montrer la personne qui l'a violée. Mais par rapport à ça, tu vas aller trouver les parents du monsieur, de l'enfant qui a violé ta fille. Et voilà les signes, les conséquences, la démarche communicative avec les enfants pour déceler le problème. Alors, docteur, comment on le fait exactement avec la pédagogie, la psychologie, vu qu'on n'est pas expert? Comment ça se passe? Comment détecter qu'un enfant a été abusé? Oui. En fait, il faut être très attentif. Et tout se passe, comme ça a été signalé dans le reportage, sur la base d'une excellente communication avec son enfant. Il y a, moi je pense, 2 questions que chaque parent doit poser à son enfant tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, que les enfants viennent eux-mêmes donner spontanément la réponse. La première question, qu'est-ce qui t'a fait rigoler? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Qu'est-ce qui t'a fait sourire? Et la deuxième question, qu'est-ce qui t'a attristé? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Qu'est-ce qui t'a choqué? Et si votre enfant a été victime d'une tentative d'abus, vous le saurez. Ou si quelqu'un a essayé d'abuser de lui, vous le saurez. Mais il y a quelques signes aussi qui peuvent alerter. Comme ça a été signalé dans le reportage qu'on vient de voir. Par exemple, des plaies sur les parties intimes, des infections urinaires fréquentes. Si vous observez qu'un enfant a peur, subitement peur des adultes, il a peur du contact physique, il y a peut-être anguille sous roche. Si vous remarquez que votre enfant aime bien déshabiller les autres enfants, regarder ses parties intimes ou se déshabiller devant les autres enfants, jouer avec ses parties intimes, il y a peut-être anguille sous roche. S'il en sait un peu trop sur le sexe pour son âge, avec un vocabulaire assez développé, si un enfant de 6 ans vous parle de position sexuelle, il y a peut-être anguille sous roche. Donc tous ces signes-là doivent alerter, interpeller le parent pour échanger davantage avec son enfant. Okay. Vraiment, ce sont des signes précis. Il faut faire très, très attention. Alors, il y a un volet qui est très important et qui me tient à cœur, c'est que dans nos familles, généralement africaines, il y a la loi du silence, il y a l'omerta. Il y a des choses qui se passent dans des familles de génération en génération et c'est après, plus tard, qu'on découvre les effets tant psychologiques que psychiques. Comment on fait? Il faut briser la loi du silence. Parce qu'un agresseur a plus de chances de récidiver quand il n'est pas dénoncé. Il faut qu'on en parle. C'est vrai qu'en fonction du lien qu'on a avec l'agresseur, c'est difficile de le dénoncer. Une fille, des fois aussi dans les familles, on est complice. Il y a des mamans qui savent que leur mari abuse des enfants et qui ne disent rien. Mais il faut demander de l'aide. Parce que celui qui abuse d'un enfant a lui-même besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est dépassé par ses propres pulsions et donc qui a besoin d'aide. Il faut briser cette loi du silence, il faut dénoncer. Et il faut encourager ces enfants à pouvoir parler. Alors, tout part de la communication, on insiste là-dessus. De nos jours, on va dire l'activité même des personnes, des parents est telle qu'on est moins présent à la maison pour nos enfants qu'on devrait l'être. Et l'éducation est un peu déléguée au personnel de maison. Quelles sont les instructions qu'on devrait donner à ceux-ci par rapport à être alerte quant aux enfants, par exemple dans le bain, pour prendre le bain? Est-ce qu'il faut contrôler, il faut fouiller mon enfant et me faire le point? Comment ça doit se passer? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Alors, par rapport à la délégation de nos prérogatives au personnel de maison, les nounous par exemple, et être en alerte sur l'anatomie de l'enfant dans un sens, est-ce que la liste, on donne la liste à la nounou pour dire suivez ici ces parties intimes, fouille là et dis-moi ce qui s'est passé ou comment ça se passe? Ah non, il faut être présent en tant que parent parce que la nounou peut abuser. Si c'est pas possible, nous par exemple on est là ce matin, c'est sûr qu'on va pas accompagner nos enfants à l'école, c'est quelques autres personnes qui vont le faire. Comment clair. Voilà. Il faut quand même aussi qu'on s'occupe d'eux-mêmes en étant ici. On ne peut pas être tout à fait 24 heures sur 24 avec ses enfants, donc on confie ses enfants à d'autres personnes. Mais quand je dis qu'il faut être soi-même présent, c'est par la communication. Il faut communiquer avec ses enfants, il faut soi-même surveiller ses enfants. Parce que l'abus peut venir aussi de la nounou, vous voyez? L'abus peut venir aussi de la nounou. La sensibilisation, la protection, il faut la faire aussi à l'endroit de l'enfant même, pour qu'il puisse
se protéger, savoir comment réagir quand il est en face d'une personne mal intentionnée, parce qu'on ne sait jamais. Avec les nounous, il faut fixer quand même des limites. Il ne faut pas accepter que la nounou se déshabille devant l'enfant, par exemple. Il faut interdire à la nounou, si vous la surprenez en train de taper les fesses de votre enfant, il faut lui interdire carrément cela. Il y a des nounous qui, des fois, pour menacer les enfants, les menacent de mettre du piment dans leur partie intime. Ce genre de choses, il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas tolérer. Et puis, il faut gérer aussi l'environnement visuel de l'enfant à la maison. Les chaînes, la nounou qui se cache pour regarder des chaînes où il y a des... Et puis aujourd'hui aussi, Madame Tellereau, moi je suis choquée de voir que de plus en plus dans nos programmes, il y a des dessins animés où des gens sont nus, des dessins animés où les gens se lavent, sont nus. Il y a des émissions aussi qui passent sur toutes les chaînes, parfois la nôtre même, il faut être honnête, où il n'y a même pas d'indication de moins 10, moins 11, tout ça. Notre société favorise aussi les abus sexuels sur les enfants. Tout à fait d'accord. Franchement, là, Marco, vous m'arrachez les mots à la bouche. Même les clips, est-ce que nos enfants ont besoin de voir des adultes dénudés en train de faire des danses sensuelles? Des fois, il y a des chansons même à caractère, des chansons très explicites sur la matière, en fait, sur la pratique. Et puis on voit des enfants en train de danser. Il y a des télévisions, même des chaînes on l'a vu ici avec la polémique. Il y a des chaînes qui font la promotion de filles qui se dénudent sur Internet. Et le concept de la masturbation et tout ça, repris par des enfants et tout, et bon, c'est dans les rues. Un enfant, il n'est pas obsédé par la question du sexe. Franchement, ça ne le préoccupe pas. Mais on vit dans une société qui est hyper sexualisée. La télé, Internet, les affiches publicitaires, les chansons. Et tout cela vient percuter l'innocence naturelle de nos enfants. C'est la raison pour laquelle, chez nous, à la maison, en tant que parents, on doit veiller à avoir des cadres sains. Il faut verrouiller les chaînes de télé qui ne sont pas indiquées pour les enfants. Quand vous n'êtes pas là, la nounou peut regarder la télé, les telenovelas avec les enfants. Les enfants vont être témoins de certaines scènes qu'ils vont tenter de reproduire. Donc il faut être vraiment prudent chez soi à la maison, créer un cadre sain chez soi à la maison. Justement, comment baliser quand on parle de créer un cadre sain? Là, on a laissé quand même des instructions, mais on est sorti, on est au bureau et tout ça. On part avec la télécommande, quand on revient, c'est nous qui fixons les règles. Comment ça se passe pratiquement? En fait, par rapport à la télé, il y a plusieurs études même qui révèlent que l'exposition aux écrans est néfaste pour les enfants. Et en fonction des âges, avant 3 ans, il y a avant 3 ans, pas d'écran pour un enfant parce que ça ne l'aide pas à bien se développer. Et il y a en fonction des tranches d'âge, il y a des temps maximum d'exposition aux écrans. Il faut en parler avec ses enfants. Il faut ensemble convenir des heures de visualisation des écrans. Il faut soi-même contrôler ce que les enfants regardent à la télé. Il faut verrouiller les chaînes qui ne sont pas indiquées pour les enfants. Mais Madame Tellereau, quand on a fait ça, on a bien fait ça chez soi. Mais dehors, on n'a pas la main. Parce que dehors, l'enfant, il a beau avoir la meilleure éducation de Princeton ou bien de Harvard, mais quand il sort, le monde aujourd'hui nous influence, ça nous frustre, ça nous harcèle. L'enfant, quelles sont les âmes de l'enfant? Quelles sont les âmes de l'enfant dehors? Justement, c'est pour cela que, qu'en tant que parents, il faut qu'on fasse l'éducation sexuelle de nos enfants. Parce que le monde, en parler le plus tôt possible. En parler avec des mots choisis. Exactement. Il ne faut pas venir raconter tous les détails à un enfant de 2 ans, non. Il faut dire à l'enfant, avant qu'il ne soit pollué par des influences extérieures, ce qu'il a besoin de savoir pour son âge, sans trop en dire non plus. Et chez soi, créer un cadre sain. En quoi consiste l'éducation sexuelle d'un enfant de 2 ans? À 2 ans, votre enfant doit être capable de nommer les différentes parties de son corps, y compris ses parties intimes. Ça, ce sont les yeux. Ça, c'est la bouche, les seins, et on descend. Les parties intimes, chez le petit garçon, sous notre pic, c'est le zizi, le kiki. Chez la fille, c'est le toto. Voilà. Mais l'enfant doit connaître aussi les mots du dictionnaire. Le sexe. Les petits garçons ont un pénis et des testicules. Et ça ne doit pas choquer. Ça ne doit pas choquer. Parce que ce sont des mots du dictionnaire. Il ne faut pas penser que parce que vous, parents, vous avez donné ce vocabulaire, ces mots-là, vous êtes pervers et que votre enfant va s'amuser à les ressortir à n'importe quel moment. L'enfant n'est pas omnibulé par la question du sexe. Et votre enfant ne doit pas avoir l'impression que ses parties intimes sont sales, honteuses, perverses. Il ne doit pas avoir cela, non. Sociologiquement, en Afrique, on a peur d'évoquer ça. Mais ça, on va revenir tout à l'heure. Alix a un élément à nous proposer. Alix, il y a un témoignage. Bien évidemment, exactement. Malheureusement, on a un témoignage d'une personne qui a été victime d'abus sexuels et qui nous le livre ici. Avec ma tante, chaque nuit, son mari vient me chercher. Il m'amène dans sa chambre. Il me dépose là-bas. Je dors dans sa chambre. Maintenant, la nuit,
il prend son kiki, il met dans ma bouche, dans mes fesses, dans mon toto. Et puis chaque matin, quand je me réveille, je sens qu'il y a crachat qui sort dans mon toto. Mais je ne sais pas pourquoi, mais sa femme vient, elle me demande, je fais quoi ici? Elle commence à crier, donc je ne sais pas quoi je vais lui dire. J'avais peur de lui parler. Maintenant, un jour, son mari était derrière moi. Donc elle parlait et puis lui, il souriait. Mais moi, je ne sais pas. Quand je vais lui dire, elle ne va pas me croire. Donc je ne lui dis pas. Je garde. Donc son petit frère aussi, je jouais avec eux. Donc eux, ils me disent que si ils me touchent. À chaque fois qu'on joue, ils vont me toucher mon toto, toucher mes fesses. Et puis il dit de venir, ils vont voir mon toto, donc il m'en va. Lui aussi, il prend son kiki, il met dans mon toto. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Ça me fait mal d'en parler. Dieu protège nos enfants. Témoignage poignant, mesdames et messieurs. Elle a 13 ans et elle est violée depuis qu'elle a 7 ans. Et voilà, ça montre encore ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux problèmes psychologiques et surtout à l'omerta, au silence dans les familles. Madame ministre Leroux, dites-nous, quand c'est comme ça, quelles sont les conséquences? On sent dans son phrasé que c'est pas équilibré, on sent qu'elle est entre guillemets dérangée un peu psychologiquement. Et le cycle se répète. Voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on vienne sur les conséquences de ces actes-là sur nos enfants après. Et les conséquences sont diverses. Elles dépendent de l'âge de l'enfant, du lien avec l'agresseur, du nombre d'abus. Vous voyez, quelqu'un qui se fait abuser par son propre père, par son oncle, est beaucoup plus marqué que quelqu'un qui se fait abuser par un inconnu. Et ces conséquences-là sont vicieuses dans la mesure où elles vont survenir à différents stades de la vie. Une enfant qui est abusée à 7 ans va en payer les frais à l'adolescence, va en payer les frais quand elle sera adulte. Au plan physique, il y a tout ce qu'on a cité, les plaies, les irritations, des maladies sexuellement transmissibles. On peut même avoir des grossesses précoces. Au plan émotionnel, au plan psychologique, un véritable chaos, de la confusion, une perte de repères, de la honte et de la culpabilité. Cela d'autant plus que dans plusieurs cas, la plupart des cas, l'agresseur demande à la victime de garder le silence, soit en l'amadouant, soit en la menaçant. Donc voilà un peu le type de conséquences. Ça peut créer de la boulimie, de l'anorexie, et puis au plan sexuel, créer une certaine frigidité, des troubles pour établir des relations affectives avec les autres, de la prostitution. Et pire, une personne qui a été abusée peut devenir elle-même demain quelqu'un qui abuse de quelqu'un d'autre. Voilà les conséquences. C'est vrai qu'on a vraiment axé sur le cas de la petite fille abusée, mais il y a aussi des conséquences quand c'est un petit garçon qui a abusé. Et ça se décline comment? C'est pareil en fait. C'est à peu près les mêmes conséquences. Un garçon qui a été abusé peut se transformer lui-même en personne qui abuse. S'il y a eu pénétration, il n'est pas à l'abri des maladies sexuellement transmissibles. Lui aussi, il ressent une confusion, un chaos émotionnel, de la honte, de la culpabilité. Qui a envie de dire qu'il a été abusé? Personne. Pourtant, il y a plein de personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand la situation est avérée, quand, Dieu merci, c'est une famille où la loi du silence a été brisée? Comment faire? Comment parer au plus pressé pour rétablir le profil psychologique de l'enfant? D'abord, avant de répondre à cette question, je veux répondre à une question qui est très importante. Comment prévenir les abus sexuels? Je disais tout à l'heure qu'il fallait apprendre à l'enfant à nommer les différentes parties de son corps. Il faut expliquer à votre enfant, dès l'âge de 2-3 ans, que sur son corps, il a des parties, des endroits qui sont secrets. Personne ne doit jouer avec. Personne ne doit toucher ces endroits-là. Si quelqu'un essaie de toucher à ces endroits, l'enfant doit dire non et s'enfuir. Et ces parties secrètes, c'est quoi? Pour le petit garçon, ce sont les fesses et puis ses parties génitales, donc son sexe. Pour les petites filles, la poitrine. Et pareil, les fesses et le sexe de la petite fille. Il faut dire à son enfant, si jamais quelqu'un essaie de toucher ces parties, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Il faut répéter avec l'enfant. Et dès que tu me vois, tu m'en parles. Même si la personne
te supplie de ne pas en parler, Il faut me dire. tu m'en parles, tu fuis, parce qu'il y a des secrets qu'on ne garde pas. Bien préciser à son enfant qu'il ne doit pas accepter de regarder chez les autres ces parties-là. Il ne doit pas accepter de regarder à la télé des gens qui sont dévêtus et qui s'embrassent, voilà. Ce conseil, croyez-moi, peut faire des miracles. Moi, je discutais avec une maman qui m'a expliqué comment ce conseil avait préservé son enfant d'un abus sexuel. Elle se baladait dans le quartier et à un moment, avec son fils, quand ils sont rentrés à la maison, son fils lui a dit maman, tu as vu le jeune homme qui était là-bas? Elle a dit oui. La dernière fois, il m'a appelé, il a voulu me montrer son kiki et j'ai dit non, j'ai fui. Vous voyez? Alors, sauf que c'est comme ça. Alors, pour revenir à ma question maintenant, quand malheureusement c'est arrivé, l'enfant n'a pas pu cacher, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas briser la vie de l'enfant? Ce qu'il faut faire, c'est écouter l'enfant, l'écouter et prendre au sérieux ce que l'enfant dit. Vous voyez, dans le témoignage qui est passé, la petite disait qu'elle avait peur de ne pas être crue. Oui. Et dans beaucoup de cas, on ne croit pas. Oui, c'est un enfant. Elle raconte. Et c'est l'agresseur même qui le dit. Non, mais tu ne vas pas croire, elle raconte des pas vérités. Ouais. Parce que sur le front de personne, il est écrit agresseur. Et les agresseurs sont des personnes douces, attentionnées, qui inspirent confiance, justement. Donc, c'est prendre au sérieux les paroles de l'enfant, l'écouter attentivement, ne pas lui suggérer les mots, laisser l'enfant s'exprimer avec ses propres mots. Même si vous êtes choqué par ce que l'enfant dit, gardez votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Ah, des fois, on a envie d'en découdre tout de suite avec l'agresseur. Hein. Parce que si vous ne gardez pas votre calme, l'enfant peut s'en vouloir de vous avoir bouleversé et ne pas complètement tout dire. Moi, j'aimerais qu'on insiste. Maintenant, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Les jours qui suivent, comment on le prend? Où on l'envoie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut dire à l'enfant qu'il a bien fait d'en parler et que ce n'est pas de sa faute. C'est important d'insister sur ce fait, que ce n'est pas de sa faute. Parce que les personnes sujettes aux abus sexuels se sentent coupables. Dire à l'enfant que ce n'est pas de sa faute. Et on peut faire suivre son enfant par un spécialiste, un thérapeute, s'il a été vraiment choqué. Ensuite, quel genre de thérapeute? Un psychologue normal ou bien un psychologue pour enfants? Un pédopsychologue. Un pédopsychologue. Et en milieu rural, parce que des fois, en milieu urbain, oui, c'est plus facile, on a la pédagogie, on a l'instruction aussi, mais en milieu rural, c'est légion. Là-bas, comment on fait? Mais là-bas, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas justement toutes ces infrastructures. La manière dont le parent peut prendre en charge son enfant, c'est ça, hein, par l'écoute, le rassurer. Mais en milieu rural, il y a la solution parce qu'il y a le chef du village, il y a les notables. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, on a les moyens aussi de régler. C'est vrai qu'il y a l'omerta, mais il y a des moyens, il y a toujours un tonton, il y a toujours un conseil qui va se réunir pour aller parler dans le secret pour que la personne arrête. Et puis après, peut-être, on va étaler ça. Il ne faut pas qu'on pense que dans le milieu rural, il y a quand même des moyens de solution. Oui, mais, tout à fait. Mais ici, dans le milieu urbain, là, je vais dire, quand l'enfant a fait ça, le pédopsychologue qu'on va voir, il va faire sa part. Maintenant, nous-mêmes, parents à la maison. C'est ça. Nous-mêmes, parents à la maison, en fait, une fois que l'enfant a parlé, qu'on l'a rassuré, tout cela, il faut qu'on évite de faire raconter ce qui s'est passé plusieurs fois. Genre, la tante arrive, pas pour raconter ce qui s'est passé, il faut passer à autre chose. Mais il faut s'assurer que l'enfant évolue dans un cadre sain. Donc, il faut rééduquer un tant soit peu l'enfant à se protéger quant à ce genre d'abus. Exactement. Vous avez un numéro vert, c'est tellement intéressant ce que vous dites là. Est-ce qu'on n'est pas un numéro vert, bien des numéros de téléphone à communiquer pour des parents qui aimeraient avoir des conseils? Pour les orienter. Pour orienter les parents, j'ai un site internet qui regorge de ressources, www.éduquersonenfant.com, une page YouTube. En minuscule? En minuscule, oui. éduquersonenfant.com, une page YouTube. Éduquer son enfant, Facebook aussi, pareil. Et là-dessus, il y a pas mal de ressources pour aider les parents. Est-ce que vous connaissez des structures de l'État qui aident dans ce genre de situation-là? Malheureusement... Parce qu'on a reçu le directeur de l'enfance ici. Il nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien, qu'il n'y a pratiquement pas de problème. Généralement, c'est les assistants sociaux qui sont contactés en premier lieu. Oui. Et le circuit, normalement, suit jusqu'à la prise en charge psychologique, médicale. Parce que des fois, ça fait des dégâts, malheureusement, comme on l'a eu avec le cas de la petite qui est partie. Oui. Voilà. Mais j'aimerais quand même rassurer les parents parce que quand on entend tout ça, hein, on peut être parano. Il ne faut pas créer la psychose. Voilà, faut pas créer de psychose, chercher à interviewer la nounou, etc. À soupçonner tout le monde. Oui, vous êtes venu faire quoi? Le tonton ne vient plus ici. Ou même livrer son enfant à un interrogatoire rude. Est-ce que tu t'es mise nue devant un tel? Non, non, c'est pas cela. Stresser l'enfant. Si vous stressez votre enfant, vous allez produire l'effet contraire. Si jamais il est victime d'une tentative d'abus, il ne vous en parlera pas.
par crainte de vous bouleverser. Donc, une fois que vous avez utilisé les moyens préventifs, passez à autre chose, soyez naturel. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'enfant, c'est sacré, hein, c'est l'avenir de la société. Petite chose que vous remarquez seulement, vraiment, il faut utiliser un peu toute la nomenclature énoncée ici par notre... On était très heureux d'être avec vous ce matin, Alix Stéphanie. Exactement, il faut installer la communication entre les enfants et être vraiment en alerte vis-à-vis de leur évolution. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Didi Fat pour la tenue et puis on se voit demain jeudi.